Bonjour, bonsoir. Merci d'être venu en si grand nombre. J'avoue que je m'attendais, j'étais un peu ambigu, je ne sais pas s'il allait avoir tant de monde que ça, parler de ce thème-là, mais c'est vrai qu'on est en élection, donc j'imagine que beaucoup de gens sont intéressés à ça. Premièrement, on nous a demandé de faire une présentation de notre option, c'est-à-dire participation-abstention. J'aimerais commencer par préciser qu'il pourrait y avoir énormément de débats autour de participation aux élections ou abstention aux élections. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça peut varier beaucoup selon les contextes et les conjonctures politiques dans lesquelles on est. Pour prendre un exemple très personnel, moi, aux élections fédérales, aux dernières élections fédérales, je me suis abstenu, contrairement à beaucoup de gens qui sont proches de moi, qui ont voté NPD. Bon, pour moi, ces élections-là, puis les partis qui présentaient ne représentaient pas nécessairement une option pour moi. Ce qui est différent au niveau fédéral, où je crois il y a un parti qui représente mes intérêts. En même temps, au niveau historique, je viens du Chili. L'abstention, par exemple, durant la dictature, alors qu'il y avait un référendum qui était convoqué par un dictateur en 1980 pour légitimer son pouvoir, il n'y avait aucune option, il n'y avait aucune possibilité de faire campagne pour le non. L'abstention prenait un autre sens aussi. Simplement pour dire que il faut savoir où est-ce qu'on se place. Et je crois que l'abstention de manière dogmatique n'est pas, c'est ce que je vais proposer, une option qui considère nécessairement l'ensemble de ces facteurs-là. Maintenant, ensuite, je ne suis pas non plus la position que c'est par un parti politique qui va présenter des députés au Parlement ou à l'Assemblée nationale et que c'est par l'accumulation de ces députés-là qu'on va faire en sorte d'avoir un gouvernement tel qu'on le connaît par les institutions actuelles, qui vont faire en sorte que ce parti-là va pouvoir, par magie, proposer des nouvelles mesures progressistes de transformation sociale. En tant qu'anticapitaliste, je ne crois pas que c'est par le Parlement actuel, dans sa forme actuelle, qu'une transformation et un dépassement du capitalisme va arriver. Ceci dit, est-ce que les anticapitalistes doivent s'impliquer dans les élections? Je crois, ma réponse est oui. Dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas un contexte, d'une part, il n'y a pas un contexte révolutionnaire qui permette de créer des institutions souveraines, populaires, alternatives, qui compétitionnent, disons, le pouvoir de l'État actuel. Et non plus, nous ne sommes pas dans un État complètement dictatorial qui nous empêche de proposer nos idées à l'ensemble de la population. Dans ce contexte-là, oui, il est important, je crois, même si on veut transformer la société et qu'on ne reconnaît pas nécessairement la manière dont est élu le gouvernement, d'y présenter des candidats et des candidates vont offrir où le message socialiste vont faire en sorte de ne pas laisser ce terrain-là aux partis de droite qui utilisent les élections comme un outil de légitimation de l'ensemble de leur politique. On peut faire les deux. On peut être à la fois dans la rue et dire comment c'est illégitime, par exemple, quand on impose des hausses des frais de scolarité, que c'est une élite qui est corrompue, qui est proche des pouvoirs patronaux. 4 minutes, c'est ça? Qui nous impose une hausse des frais de scolarité et qui rompt avec tout un système qui visait à la gratuité scolaire ou à l'accessibilité aux études et à un système universitaire démocratique. On peut faire ça et en même temps également être dans les élections et proposer la même chose. Et pour moi, ça c'est très important de le faire. C'est également important parce que nos revendications, la plupart du temps, et là je m'adresse également à tout le monde, vous qui militez dans les mouvements sociaux, j'en vois ici qui ont beaucoup le carré rouge, donc plusieurs ont fait la grève ou ont milité pour la grève.
Vous devez demander la gratuité scolaire. Donc, pour que l'État, par ses lois, ses règlements et sa fiscalité, finance la gratuité scolaire. J'en reconnais aussi qui ont milité pour les logements, pour le droit au logement, pour les logements sociaux, qui sont également des outils qui sont financés par l'État. Je suis sûr que, je ne vous connais pas tous et toutes, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont milité dans des mouvements écologistes, par exemple, ou dans des mouvements contre la pauvreté, dans des comités de quartier. Et l'ensemble, la majorité des revendications de ces groupes-là s'adressent à l'État parce qu'on considère que on peut lutter, on peut résister, on peut demander à l'État, même si on ne reconnaît pas l'État actuel comme étant, parce que nous, on sait qu'il y a une domination, on reconnaît qu'il y a une oppression qui est basée sur des principes antidémocratiques pour la plupart du temps. Les médias contrôlent le message qui sort, ils nous imposent leurs policiers, leurs lois spéciales pour nous empêcher de nous exprimer. Peu importe, on s'adresse beaucoup à eux, mais au moment des élections, à ce moment-là, lorsqu'on est dans un mouvement social, on accepte d'être réformiste, jusqu'à un certain point. Lorsqu'on arrive aux élections, on dit, certains ou certaines vont dire, ah non, mais ça, faut pas y toucher. Ça, on va être un peu, si on y touche. Alors, je crois qu'ici, il y a une espèce de contradiction. Au contraire, ce que nous, on croit, à gauche socialiste, mais je pourrais inclure aussi plus largement l'ensemble des anticapitalistes qu'il peut y avoir à Québec solidaire, c'est de dire que les mouvements sociaux ont des périodes, ont des cycles, ont des périodes de creuses, ont des périodes de hausse des luttes, de luttes très féroces, et on en a connu une hausse très très grande au Québec les derniers mois, je ne refais pas le récapitulatif, qui a non seulement mobilisé les étudiants et les étudiantes, mais également obtenu l'appui d'un grand mouvement citoyen. Mais ce mouvement-là, pour beaucoup qu'on voudrait qu'il amène à la création de pouvoirs souverains collectifs alternatifs, des soviets, des comités de quartier, autogestionnaires, qui est ma position, parce que je crois que c'est par là qu'on va miner les fondements de l'État bourgeois. On ne peut pas penser que c'est seulement sur la revendication des droits de scolarité que cela va arriver. Cette revendication-là va connaître un certain reflux, il va revenir plus tard. Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres luttes qui vont arriver. La lutte contre la guerre, il va y avoir la lutte pour le système de santé, contre la tarification. Donc comment faire en sorte que toutes ces luttes-là se recoupent, et pendant qu'il y en a une qui baisse et l'autre monte, et faire en sorte que quand elles baissent, ces luttes-là, elles ne baissent pas plus bas qu'elles étaient avant, mais c'est notamment en s'unissant et en formant un projet qui puisse articuler l'ensemble de ces choses-là. Il y en a qui le font à travers plusieurs types d'idéologies, mais grosso modo, aller aux élections, c'est de proposer un plan de société, une manière de faire qui va répondre à l'ensemble des secteurs qui sont en lutte. Je crois qu'il faut faire, il ne faut pas laisser à la droite ce terrain-là. Voilà.